Bien, nous allons donc commencer cet atelier euh, qui en fait concerne l'importance de la biodiversité dans les stratégies de neutralité climatique. Je racontais aux speakers qu'avant de préparer une intervention, je posais la question à mon environnement et je leur ai posé la question qui était de dire qu'est-ce que pour vous la biodiversité. La plupart m'ont répondu c'est la faune et la flore. Et quand j'ai dit et l'espèce humaine ne fait pas partie de la biodiversité, ils m'ont dit ah bon, je vois pas pourquoi, voilà. Et donc pour eux, la plupart des gens ont une définition un peu simpliste de la chose. C'est pour ça que vous avez j'ai mis une définition de la biodiversité et on va donc demander à Sabine Gouetta, qui est présidente du comité Biodiversity Impulsion Group, de nous donner, de nous expliquer cette définition et ensuite chacun donnera son avis et complétera. Bonjour, bonjour à tous, merci. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la biodiversité, je viens du secteur de l'immobilier et le secteur de l'immobilier est impactant beaucoup le domaine de la biodiversité et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard. Je me suis beaucoup intéressée au sujet. Donc effectivement, comme tu le disais, la biodiversité, c'est l'ensemble du tissu vivant. Et comme tu le disais, ce tissu vivant comprend aussi bien toutes les espèces animales, végétales, les bactéries aussi, on a vraiment les organismes vivants, et aussi les êtres humains. Donc nous faisons partie de cette biodiversité, mais aussi elle prend en considération l'ensemble des interactions qu'il y a entre les différents milieux et les différentes espèces. Donc, les milieux, c'est ce qu'on connaît. Enfin, je sais pas, c'est les tourbières, les prairies, les montagnes. Enfin voilà, c'est dans le même sens. Et comme le disait ce matin Laurence Monnoyer du CNRS, quand il y a une dégradation de cette biodiversité ou une évolution de ces milieux, ça peut avoir des impacts tout simplement sur nos modes de vie. Elle l'a évoqué notamment avec les moustiques, les épidémies, etc., maladies. Donc il y a un vrai lien direct entre cette biodiversité et nos modes de vie. Quand on est, si je dois commenter un peu, et sans rentrer en tout cas dans les détails de ce que nous on a pu mettre en place, mais en réalité, effectivement, il y a un lien entre la biodiversité et le climat, puisque les végétaux vont stocker effectivement du CO2, et puis que par évapotranspiration, on va du coup rafraîchir, et notamment les villes. Donc il y a un véritable impact en termes d'îlots de fraîcheur. De façon un peu théorique et caricaturale, mais j'aime bien donner cet exemple. Aujourd'hui, si à Paris, on mettait 3 arbres sur chaque immeuble, la température de la ville diminuerait de 5 degrés, quoi. Donc on voit tout de suite l'impact en termes d'îlots de fraîcheur. Puis ça veut dire aussi qu'on aurait moins besoin de climatisation par moment, etc. Donc ça a des effets collatéraux positifs. Voilà pour mon commentaire sur Oui. On sur la peut biodiversité. Ah oui, pardon, dernier point, parce que je le vois là je pensais qu'il n'y avait pas les slides, mais effectivement, il y a l'effet carbone et puis il y a tous les autres effets collatéraux positifs. Ils sont nombreux, notamment, je pense qu'il y a un effet très fort autour de la santé, et de plus en plus, on commence à chiffrer en fait ces éléments de santé. Si je peux juste parler d'une étude qui est sortie là, en avril dernier, faite par le cabinet Asterès, qui est le cabinet de l'économiste Nicolas Bouzou, qui montre que l'impact positif des espaces végétalisés en France aurait une création de valeur qu'il estime, alors évidemment, après on pourrait discuter de la méthodologie, mais à l'ordre de 2,3 milliards d'euros par an. Donc c'est un impact direct, dont 1,8 milliard lié à des impacts positifs en termes d'environnement, donc de rafraîchissement, de dépollution, ce type d'impact.
et également de l'ordre de 500 millions d'euros sur les aspects santé. Parce qu'effectivement, ça participe à un bien vivre, ça réduirait le nombre de maladies chroniques, ça réduirait le diabète, ça réduirait le nombre de décès, etc. Enfin, donc une fois de plus, on peut discuter des chiffres. C'est peut-être pas 2,3, c'est peut-être 1,7, c'est peut-être 3, je ne sais pas, parce qu'on est encore dans des premières approches approximatives. Et l'idée pour moi très forte qu'il y avait derrière cette étude aussi, et je pense que c'est très important, alors, aussi pour les collectivités locales et les acteurs privés qui investissent dans des espaces végétalisés, c'est de se dire, quand je mets de l'espace végétalisé, ce n'est pas une dépense que je fais, mais c'est un investissement. Ça veut dire qu'à chaque fois que je mets 100 € dans un espace végétalisé, en réalité, j'ai créé 70 € de valeur en termes de santé et d'environnement. Voilà, que je n'aurais pas besoin de dépenser par ailleurs. Donc ça, je trouve que c'est important de commencer à pouvoir valoriser ces éléments-là pour comprendre aussi pourquoi, à l'échelle globale, on peut le faire. Et pour tous les membres de la biodiversité, par rapport à la neutralité climatique, en fait, tout le monde est dans la même galère, Alain. On est tous dans la même galère, on est tous habitants de la même planète, oui. Simplement, tout le reste de la vie va nous survivre. On va être les premiers à crever de tuer la biodiversité et du réchauffement climatique. Donc la vie n'est qu'évolution continue et adaptation continue depuis 3,8 milliards d'années. Nous, en tant qu'Homo sapiens sapiens, on a 250 000 ans. Et donc on est les derniers arrivés dans la classe de la vie. On est ultra fragile et soi-disant espèce la plus intelligente. On est la première espèce à être en péril au bout de 250 000 ans d'existence. Oui. N'importe quelle chose qui vit autour de nous est beaucoup plus résiliente que nous. Donc ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de biodiversité, et notamment depuis 5 ans ou 10 ans. Ça fait quoi? Ça fait peut-être, allez, on va dire 30 ans qu'on parle beaucoup de climat et de carbone, et ça fait 5 ans, notamment, qu'on parle de plus en plus de biodiversité. Donc ça, c'est chouette. Il faut surtout maintenant arrêter d'opposer et de faire une espèce de guerre d'audience en disant « Ah, super, bravo, depuis la sortie du rapport IPBES, enfin, la biodiversité rattrape des parts de voix dans les médias sur le climat. » On s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de reprendre conscience que nous sommes ultra interdépendants. Ça paraît totalement stupide, en fait, de parler de ça comme d'une espèce de révélation. Mais oui, sans blague, on est dépendant des autres formes de vie qui sont autour de nous. Donc la biodiversité, c'est le plus puissant allié et le meilleur modèle pour aider l'humanité à essayer de maintenir sur Terre sa propre capacité à y vivre. Parce que, évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas l'homme qui va sauver la planète, c'est la planète qui va sauver l'homme. Donc, la question n'est pas d'avoir une espèce de posture morale vis-à-vis des autres formes de vie. Bien sûr qu'il faut arrêter de les flinguer, mais il faut surtout voir la biodiversité comme un extraordinaire modèle d'excellence pour gérer notamment, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, le cycle du carbone, parce que depuis la nuit des temps, le carbone c'est la vie. Simplement, on a un excès de carbone aujourd'hui, mais qui est un excès de carbone qui ne vient pas de la planète Mars. C'est-à-dire que l'excès de carbone qu'on a dans l'air, c'est juste du carbone qu'on a trop extrait et qu'on n'arrive plus à réintégrer. Et donc si notre urgence, c'est finalement réduire l'excès de carbone qu'on a dans l'air, et bien alors notre urgence en réponse à ça, si on veut décarboner l'atmosphère, c'est de recarboner la Terre. Et donc notre urgence, c'est de considérer que le vivant est à la fois la meilleure technologie au monde et avérée avec preuve de concept de 3,8 milliards d'années depuis que les cyanobactéries existent, à gérer le cycle du carbone de façon équilibrée. Et puis c'est aussi un modèle d'innovation, à travers le biomimétisme ou les nature-based solutions, peu importe, pour voir comment, en termes d'innovation, mais aussi en termes de comportement et d'usage, on peut avoir l'humilité de regarder comment fonctionne le vivant pour essayer de mieux fonctionner nous. Donc il y a une tendance qui est plutôt intéressante et positive, y compris dans les stratégies des entreprises, parce que c'est aussi un outil de mobilisation interne extraordinaire, de mettre en place des programmes de restauration, voire régénératifs de biodiversité.
parce qu'on a tous envie de ça, parce qu'on est tous sensibles à la biodiversité qui nous touche, à la biodiversité visible. Il faut aussi s'occuper de la biodiversité invisible. En tout cas, c'est très attractif et mobilisateur. Ce qui est un peu vertigineux pour être tout à fait franc, c'est de se poser encore la question aujourd'hui, fin août 2024, du lien entre biodiv et climat. Honnêtement, c'est dingue. La question est complètement dingue. Oui, mais les gens ont une vue parfois simpliste. Et c'est pour ça que je voulais que Vincent dise un petit mot sur le carbone et la photosynthèse, parce que les gens considèrent que voilà, les arbres capturent et capturent toujours, alors que c'est pas... Voilà. Tu me demandes d'apporter une réponse complexe. Ah non, non, pas complète. Ton avis. Ok, mon avis. Déjà, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Alain, sur la biodiversité. On est dedans, on peut être très, très actif sur le sujet. Effectivement, on parle du climat depuis 30 ans, mais en vrai, depuis 4-5 ans peut-être, sérieusement, et encore. Et de la biodiversité, peut-être un peu, mais pas tant que ça. En tout cas, pas à la hauteur des enjeux. Et je rebondis également sur ce que disait Jérôme juste à la table ronde, 2 tables rondes précédentes concernant la finance. On a effectivement cette grande vague d'effondrement de la biodiversité qui va nous toucher, nous, en premier, puisqu'on est effectivement les plus vulnérables sur cette chaîne et les derniers dans la classe, les derniers arrivants dans la classe. Et aujourd'hui, on a ce sujet peut-être du climat et la neutralité carbone qui, dans un esprit de nation d'ingénieurs et de pays d'ingénieurs, en fait, apporte une solution technologique. Qui dit solution technologique dit marché, dit PIB, dit rentabilité de capitaux, etc. Alors que la nature est gratuite, elle est à nos pieds. Oui. Donc on n'a pas tant d'intérêt que ça, finalement, peut-être, à mettre cette biodiversité tant sur le devant de la scène, tant qu'on laisse croire à des chimères technosolutionnistes. Voilà, ça c'est un peu mon point de vue, mais on est là pour pas être d'accord nécessairement. Alors ma petite question. Donc sur la question sur la photosynthèse, c'est quand même. Oui, je te laisserai pas. Donc on a dans ces stratégies bas carbone, il y a effectivement la réduction des effets. La réduction de la consommation de gaz à effet de serre et des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la compensation. La compensation, ça peut se faire aujourd'hui notamment par la revégétalisation, plantation d'arbres, c'est ce qu'on voit le plus souvent. En ordre de grandeur, il faut être clair, ça ne fait pas du tout le job. Un arbre, ça récupère, ça génère à peu près entre 30 et 50 kilos de CO2 par an. Un Français moyen, c'est 10 tonnes d'émissions. Faites le calcul, ça fait à peu près un arbre à planter par jour, par habitant, tant qu'on consomme 10 tonnes. Donc clairement, ça ne fait pas le job, la consommation, la plantation d'arbres. Dans la photosynthèse, c'est effectivement un mécanisme ancestral qui permet de capturer, c'est ce que tu disais, le CO2 qui est dans l'atmosphère, combiné à l'eau qui vient du sol et un certain nombre de minéraux, dont le magnésium, et de créer ce qu'on appelle le glucose, et de l'oxygène. Donc on connaît tous ça depuis notre plus tendre enfance, grâce notamment à la chlorophylle. Et en fait, dans la captation du carbone, on a, je pense aussi, quelques limites. Il faut de la lumière. De la S'il lumière. n'y a pas de lumière, donc on a besoin de photons. C'est l'inverse. Donc on a besoin de photons, on a besoin d'une excitation et d'énergie, cette énergie qui permet cette réaction chimique. Et il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi pour détailler ce sujet. En tout cas, on a besoin de la forêt. Cette forêt, aujourd'hui, elle est connue comme un réservoir de biodiversité assez incroyable. Ce n'est pas le seul réservoir de biodiversité, mais c'en est un. Et en même temps, quand on parle de neutralité climatique, on parle aussi d'utilisation peut-être plus frugale et d'utilisation de matériaux renouvelables. On a deux représentants du BTP parmi nous dans cette table ronde. Et donc, l'utilisation du bois est une vraie question. En réalité, cette neutralité carbone,
le fait qu'on ait peut-être par chance cette photosynthèse qui permet de capturer du CO2 de l'atmosphère mais de le remettre dans la Terre, il faut le mettre en perspective aussi de ce marché du bois, qui est un marché qui va être très en tension les prochaines années et pour lequel on travaille nécessairement que sur des temps longs. Or, on n'a pas tant de temps que ça. Oui, et puis le bois pour la construction, très bien, mais le bois pour se chauffer, alors ça, qui était très à la mode, c'est quand même, il y a un petit côté aberration. Disons qu'on relargue, disons qu'on relargue le CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Voilà. Le CO2 utilisé dans ces cas-là, effectivement. Après, encore une fois, il s'agit de vraiment bien compter les pommes et de faire un bilan global entre les différentes technologies. Ça ne veut pas dire que le bois est nécessairement à bannir, mais le bois vient en concurrence, le bois énergie vient en concurrence du bois d'œuvre. Ça, c'est un vrai sujet pour demain, mais également en concurrence d'autres énergies, le bois énergie en concurrence d'autres énergies dont il faut faire l'ensemble de l'analyse du cycle de vie. Et la pérennité, parce que finalement, quand on se projette peut-être sur des stratégies bas carbone en 2050, 2050, c'est demain, et en même temps, ça nous paraît tellement lointain, ça explique peut-être notamment l'inaction, mais quand on se projette simplement par un exercice de pensée assez simple, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, est-ce qu'on a encore toutes ces ressources-là fossiles? Est-ce qu'on a encore le silicium? Est-ce qu'on a encore toutes ces technologies qui seront à notre portée? Il y a beaucoup de recherches qui se font sur ce sujet, et finalement, on revient sur des matériaux assez basiques, renouvelables, notamment le bois, qui aura sa place probablement dans l'énergie de demain, sous une autre forme peut-être. Et excusez-moi Alain, mais votre papillon bleu m'a scotché. Le papillon bleu, c'est quand même quelque chose qui, si j'ai bien compris ce que vous en avez dit, permet d'être un exemple, qui permet d'avoir une organisation bien plus forte et donc à la limite faire des économies dans la construction d'X ou d'Y. J'ai dit ça, moi, sur le papillon bleu. Dit ça. Oui. D'accord. Si on parle du morpho, il est magnifique et passionnant, mais je renvoie aux travaux de Serge Berthier, à l'Institut des nanosciences. Et puis je vais faire très très court pour que nos camarades puissent s'exprimer. On a évidemment une obsession sur le climat, et obsession sur le climat engendre une obsession sur le carbone. Ce qui est intéressant, c'est que la biodiversité peut nous aider à essayer d'atténuer le réchauffement climatique, mais à plein d'autres vertus, parce que on n'a pas que le carbone et l'excès de carbone comme problème devant nous. C'est-à-dire que demain, 100% d'énergie décarbonée dans un monde ultra pollué au microplastique et avec un air irrespirable, etc., nous avancera pas à grand-chose. Et donc, il faut tout simplement restaurer la vie sur Terre. Ça paraît assez bête à dire comme ça, mais on n'a aucun avenir à s'imaginer seul sur Terre. Et donc à partir de là, la biodiversité est une alliée pour nous inspirer des solutions nouvelles, parce que, petite parenthèse, le vivant est économe en énergie. Le vivant est smart, le vivant est intelligent. Le vivant fabrique des matériaux à température et pression ambiante. Le vivant s'approvisionne en circuit court. On n'aura jamais vu un castor faire 2000 bornes pour aller chercher son bois. Et donc ça nous interpelle aussi sur, y compris des innovations culturelles. C'est-à-dire que 90% du transport de marchandises transite par du flux maritime international. Bon, on arrêterait de se fournir sur des marchés à 20 000 km de chez nous, on aurait déjà commencé à résoudre un petit aspect du problème énergie et carbone. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le vivant peut être observé comme un modèle, entre guillemets, technologique, d'une certaine manière, dans sa capacité à séquestrer effectivement du carbone, mais aussi dans un modèle d'organisation pour essayer, nous, en tant qu'espèce humaine, de faire moins de bêtises qui, évidemment, nous auto-pénalisent. Donc,
je vois pas très bien le rapport avec le papillon morpho, mais il se trouve que le papillon morpho est aussi un bon exemple pour nous réémerveiller, pour nous réenchanter, parce que dès qu'on parle de climat et de carbone, c'est évidemment très anxiogène. On n'arrivera pas à créer des nouveaux récits collectifs sur des trucs chiants et emmerdants qui ne donnent pas envie, etc. Il faut réenchanter tout ça. Et donc, quand vous voyez qu'une aile bleue de papillon morpho est une aile qui crée une diffraction de la lumière blanche pour créer ces tonalités de bleu par un empilement de 4 strates d'écailles organisées d'une certaine manière, avec une nanostructure de la surface de l'aile bleue du papillon morpho qui permet aussi d'avoir une surface antibactérienne qui provoque de l'autorégulation thermique parce qu'à 45 degrés, il devient iridescent. Et quand l'entomologiste du muséum explique ça à l'ingénieur, l'ingénieur va lui dire « Attends, je peux faire de la coloration sans chimie ?» À ce moment-là, l'entomologiste, il peut dialoguer avec l'ingénieur. Et cette idée du vivant comme un trait d'union est aussi une passerelle culturelle, une passerelle sémantique, une passerelle qui nous permet de provoquer une forme de réenchantement. En gros, on a les solutions. Si on veut bien changer de regard sur le vivant, si on veut bien réapprendre, si on veut bien descendre de notre piédestal, parce qu'on n'est pas en haut d'une soi-disant pyramide de je ne sais quoi. On est juste une unité de vie parmi une multitude. Et toutes ces autres formes de vie autour de nous gèrent le cycle du carbone, pour revenir en focus sur ce simple problème-là, beaucoup mieux que nous depuis beaucoup plus longtemps. Donc voilà, réouvrons les yeux et voyons comment biodiversité et climat peuvent être un binôme, d'une certaine manière, extraordinairement vertueux. Extraordinairement vertueux. Y compris, je termine juste là-dessus, encore une fois, en matière de réenchantement et de mobilisation. Parce que ce qui est intéressant sur la biodive versus le climat, c'est qu'en quelques années, vous pouvez voir des résultats. Allez mobiliser une équipe en expliquant que vous émettez 30% de CO2 en moins. Franchement, il est où ah bon Alors que quand vous dépolluez la rivière qui passe en aval de l'usine et qu'en 2 ou 3 ans, vous avez recréé quelque chose, il est à nouveau agréable. Régénérer de la biodive, ça fait du bien. Ça parle aussi, on en parlait tout à l'heure, au facteur émotionnel. Le carbone, c'est très raisonné. La biodive, c'est aussi de l'émotion. Et on a besoin d'émotions pour changer le monde. Alors, autour de cette table ronde, il y a des gens qui, dans leur domaine, font énormément de choses. Et on va commencer par Gérard Blanchard, qui va nous expliquer, noblesse oblige, puisque nous sommes à La Rochelle, ce que, dans ces domaines-là, vous avez mis en place. Oui, tout à fait, merci et bonsoir à tout le monde. Si vous le permettez, j'aimerais juste quand même compléter un petit peu la définition bien sûr. sur la biodiversité. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis un universitaire, c'est terrible. On est là pour ça. Voilà, non mais évidemment, je rejoins tout ce qui a été dit. Biodiversité et climat, c'est indissociablement lié depuis donc, la création de la vie. Donc ça remonte effectivement à 3,5 milliards d'années, les premières cyanobactéries. On a vraiment une explosion de la biodiversité à peu près il y a 600 millions d'années, ce qu'on appelle l'explosion du Cambrien. Et au cours de l'évolution, parce que biodiversité, c'est aussi l'évolution biologique, on a eu 5 grandes extinctions. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. La dernière, vous la connaissez bien, elle était fortement médiatisée il y a 65 millions d'années, avec la disparition des dinosaures et des ammonites. Et on est en train de vivre une 6e extinction en ce moment, une forte érosion, parce que, évidemment, l'activité de l'homme, une des espèces de l'évolution qui a particulièrement réussi, qui a absolument colonisé tous les milieux, par la modification des milieux principalement, va induire cette forte érosion. J'insiste là-dessus parce que c'est très dynamique, la biodiversité. Si vous revenez à la 2e ou 3e extinction, c'est 90% des espèces qui avaient disparu et ça s'est reconstitué. Alors ça, c'est un message positif, mais ça se reconstitue sur des dizaines de millions d'années et non pas sur des décennies ni même des siècles. Voilà, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et qu'il faut préserver. J'insiste vraiment bien là-dessus, ce n'est pas juste parce que je suis écologue, et je pense que c'est important. L'autre chose qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que les conditions de vie qu'on rencontre sont les résultats du fonctionnement de la biodiversité. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 à 300 millions d'années, il y a eu le développement énorme des forêts.
la constitution des grandes réserves de carbone fossile aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le carbonifère, d'où le charbon aujourd'hui. Sachez que les énergies fossiles qu'on utilise, c'est des arbres qui ont fossilisé il y a 200-300 millions d'années. Le pétrole, c'est des algues unicellulaires qui ont sédimenté, qui ont constitué des réserves de calcaire. Voilà. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et pendant qu'on constituait ces réserves de carbone, grâce à la photosynthèse, était émis de l'oxygène, qui fait qu'aujourd'hui on a 21% d'oxygène dans l'atmosphère et qu'on peut vivre. Voilà. Donc c'est extrêmement important de le préserver. À partir de là, la biodiversité, c'est tout le vivant. Hein, ça va depuis le niveau moléculaire, l'ADN, c'est là que se font les mutations et les adaptations, jusqu'aux organismes. Ça passe également au niveau des écosystèmes, également au niveau des paysages, et puis évidemment la biosphère dans l'ensemble. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Et quand on parle de biodiversité, on parle aussi des services qui sont rendus par la biodiversité. Donc là, ça a été évoqué, c'est une source d'innovation à travers le biomimétisme, mais notre alimentation est issue totalement de la biodiversité, il ne faut pas l'oublier. Il y a des questions de santé qui sont posées. Aujourd'hui, il y a le concept One Health quand même qui s'est fortement développé, qui montre bien que santé humaine, répartition des espèces, changement climatique, modification des aires de répartition avec les espèces vectrices, ça crée de nouvelles maladies, le Covid. On est en train de parler aujourd'hui de nouvelles maladies qui sont en train d'émerger, notamment d'ailleurs, vous voyez les mutants, vous voyez la vitesse à laquelle se font les mutations, donc c'est la biodiversité qui est en action. Voilà, je voudrais vraiment insister là-dessus. Puisqu'on est sur une table ronde qui fait le lien avec la neutralité carbone, évidemment, je me focaliserai plutôt sur une fonction importante de la biodiversité, qui est celle, évidemment, de faire la photosynthèse, donc de capter du carbone, ça a été parfaitement dit à travers la photosynthèse, et de créer de la matière organique, sous forme de bois ou pas de bois nécessairement, et ensuite de le stocker sur des périodes plus ou moins longues. Donc quand vous créez des forêts, vous stockez du carbone sur quelques siècles, hein, si on les détruit pas. Mais si vous êtes dans les cultures, vous faites aussi du stock, mais ça dure qu'une saison, parce qu'en général c'est exploité, c'est consommé, ça retourne dans l'atmosphère. Voilà, donc je pense que c'est un point important. Donc tout ce qui est forêt, tout ce qui est zones humides, tout ce qui est production primaire, donc production photosynthétique dans les océans, c'est extrêmement important aujourd'hui parce que ça participe de la séquestration carbone. Voilà. Donc à La Rochelle, pour en venir et répondre à cette question, j'ai évoqué légèrement Oui, rapidement. J'ai évoqué très rapidement. J'ai évoqué la question ce matin. Sur le territoire qui est le nôtre, donc on est rentré sur une démarche bas carbone. Donc l'idée, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, divisé par 4. Malgré ça, il va falloir qu'on augmente notre capacité de séquestration. Et avant même de penser à l'augmenter, il faut déjà préserver les écosystèmes pour lesquels on a une forte capacité de séquestration. Ce sont les zones humides, c'est-à-dire les marais maritimes, les zones intertidales, qui aujourd'hui sont considérées comme les plus grands puits de carbone. Même si vous ne voyez pas des forêts tropicales, la capacité photosynthétique par mètre carré ou par hectare de ces zones humides est plus importante que dans une forêt tropicale. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, on émet à peu près, un peu moins maintenant, 1,9 million de tonnes d'équivalent CO2 sur l'ensemble de l'agglomération de La Rochelle, toute activité confondue et toute source d'énergie confondue. Ces zones humides nous permettent de capturer 160 000 tonnes. Voilà, il y a 5 thèses de doctorat qui sont en cours aujourd'hui à l'Université de La Rochelle pour confirmer ces mesures-là, parce qu'il ne suffit pas d'aller dans la bibliographie, il faut faire de la mesure. On fait un gros travail pour mesurer dans les différentes conditions d'exploitation de ces systèmes et différentes saisons, qui permet aujourd'hui de faire de la modélisation et à travers ces modèles d'optimiser les modes de gestion pour optimiser justement la captation carbone. Voilà, c'est un des aspects que l'on fait. Il y avait aussi la coopérative carbone dont je voulais parler, mais je passerai rapidement puisque le jeune, avec la start-up dans la table ronde précédente, vous a parfaitement expliqué ce qu'on fait. On le fait dans un contexte différent, mais on fait à peu près la même chose. Merci. Alors maintenant, on va demander à Vinci, mais pas le Vinci classique, le Vinci autoroute, ce qu'ils font pour tenir compte justement de tout cela. Oui, merci. Donc en effet, nous, chez Vinci Autoroute, on a une stratégie environnementale et on a bien vu que c'est impossible de dissocier la biodiversité de la stratégie carbone. D'abord, parce que prendre en compte la biodiversité, ça nous permet de gérer l'ensemble des sujets climatiques, notamment l'adaptation, c'est-à-dire qu'une des manières de répondre aux effets du changement climatique très pratico-pratique chez nous, c'est d'ombrager les clients sur nos aires. Enfin bon, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça montre que ça n'a aucun sens on ne peut pas avoir une stratégie carbone crédible si on ne prend pas en compte la biodiversité et si on ne l'étudie pas. À l'inverse,
prendre en compte le carbone dans une stratégie biodiversité a un intérêt pratico-pratique pour nous, entreprises, parce que déjà, ça rend le sujet biodiversité audible, encore plus audible. On en a un peu parlé tout à l'heure. Chez Vinci Autoroute, on est un exploitant de la moitié du réseau concédé autoroutier en France, c'est 4300 km. Et il y en a 2 tiers qui ont été construits avant la première loi sur l'eau. Donc il y a 1 tiers du réseau qui a été construit avec l'intensification des mesures de prise en compte de la biodiversité. On le fait depuis donc les mesures ERC, on les prend en compte. Depuis 10 ans, on met à niveau les réseaux anciens. Donc on a une forte expérience de biodiversité, mais elle est difficilement audible en tant que stratégie comme telle. Et pour moi, c'est une chance de pouvoir allier biodiversité et carbone pour donner une vision commune globale à ces deux silos. Ça permet aussi de sortir un peu du piège, du point de vue de l'entreprise, de la neutralité carbone. C'est-à-dire que la neutralité carbone d'une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui a réellement du sens, qui peut être en tout cas beaucoup discuté. Pour un exemple, Vinci Autoroute, on est donc un exploitant, un aménageur de ce réseau. On a un scope 1 et 2, c'est-à-dire des émissions carbone de notre activité propre qui sont très faibles relativement à notre scope 3. Notre scope 1 et 2, c'est le carbone émis par nos patrouilleurs, hein, grosso modo, et sur le réseau. C'est 21 000 tonnes en 2023. Donc on était à 30 000 en 2018 et on a pour objectif de réduire de moitié. Donc on se dit que ça, on met en place des mesures de réduction et on se dit que si jamais on veut être neutre sur le carbone avec la biodiversité, on voit comment on pourrait arriver pour stocker un peu moins de 15 000 tonnes de carbone par an. Par contre, en fait, on a notre enjeu on doit prendre en compte les émissions qui sont indirectes, donc ceux de nos fournisseurs, ceux de nos clients. Et si on compte ça bout à bout, c'est presque 16 millions de tonnes. Ça veut dire que les émissions des clients qui circulent sur nos autoroutes, c'est à peu près 4% des émissions territoriales de la France. Donc là, la neutralité carbone en autonomie, c'est quelque chose qui a plus tout à fait de sens parce qu'on n'arrive pas sur l'autoroute, on n'est pas dans un système clos quand on est sur l'autoroute, on a fait son plein ailleurs, enfin bref, on a plein de sujets. Donc nous, chez Vinci Autoroute, la manière dont on s'est dit comment est-ce qu'on peut essayer de parler clairement carbone, clairement biodiversité, en sortant de ce sujet de la neutralité autonome qui a pour nous pas un sens très clair en tant qu'entreprise, c'est de dire sur chacun de ces enjeux, on réduit, on contribue. Donc on réduit nos émissions carbone scope 1, 2 et 3 et on contribue à la création de carbone sur notre foncier. On a un foncier de presque 30 000 hectares, un foncier naturel de près de 30 000 hectares. On a un foncier revêtu de bitume de 15 000 hectares, donc on a 2 fois plus de foncier naturel que de foncier revêtu. Qu'est-ce qu'on fait de ce foncier pour contribuer à des puits carbone territoriaux? Pas forcément les miens, mais peut-être les vôtres lorsqu'on traverse les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Enfin, on peut contribuer. Pareil pour la biodiversité, on réduit les pressions sur la biodiversité, on contribue à la restauration de milieux. Et cette vision-là, ça nous permet de passer directement à l'action. Et c'est ce qu'on a fait en signant en 2022 un partenariat avec l'ONF, qui est l'Office national des forêts, qui nous aide à diagnostiquer 200 sites sur lesquels on a des opportunités de restauration écologique et d'amélioration des puits carbone. Et ça, donc ils nous font ce diagnostic et ensuite on met en œuvre les travaux de restauration. Et ça peut être du boisement, mais ça peut être aussi restauration de milieux humides. Et on fait de cette manière-là, on pilote l'impact biodiversité, on pilote l'impact carbone de ces projets. Et ça nous permet de passer à l'action directe et donc de manière sensible vis-à-vis de nos collaborateurs. Ils voient qu'il se passe quelque chose sur les terrains autour d'eux. Donc on a l'impression qu'on a réduit et contribué sur l'ensemble de nos sujets. Ça nous semble opérable pour nous, entreprises. On a besoin d'être dans des actions concrètes qui contribuent à un objectif commun de neutralité carbone. Ça, c'est une nouveauté parce qu'il y avait la biodiversité quand vous faisiez des appels d'offres pour les aires de service. Mais là, travailler comme consultant pour les autorités, c'est la première fois que je vois cette politique. Monsieur Quintero, à l'autre bout, l'homme qui construit pour SPI. Comment faites-vous alors pour tenir compte de tout ça? Alors, nous, la biodiversité, elle est présente dans deux des activités principales de SPI Batignolles. Alors, d'une manière réglementaire, avec les études d'impact sur le volet biodiversité, évidemment tout ce qui touche au TP, donc tout ce qui est terrassement,
Et là, nous avons évidemment des spécialistes, nous faisons aussi partie du génie écologique, donc nous avons des spécialistes qui sont capables, comme l'a dit Vincent, de renaturer, donc de reconstituer la biodiversité qui a été détruite, et où sur des projets, on nous demande de faire ce travail-là, sur des barrages, pour des passes à poissons. Enfin, donc ça c'est, je dirais, quelque chose qui est inhérent à l'activité du TP de Spi-Batignolles. La deuxième activité principale de Spi-Batignolles, c'est la construction. En ce qui me concerne, je m'occupe essentiellement de la construction. Construction et réhabilitation. Et réhabilitation, qui est piégeux par rapport à la biodiversité. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, donc, je disais, la politique générale du groupe Spi-Batignolles intègre la biodiversité par l'intermédiaire du plan de la politique de décarbonation de Spi-Batignolles qui s'appelle Accélère, et au sein duquel vous avez un comité biodiversité que je copilote avec le directeur RSE Group, et nous avons travaillé en 2 temps. D'abord les retours d'expérience sur l'ensemble de nos activités, et ensuite sur la généralisation d'un plan de biodiversité. Alors, ce que j'ai apprécié aussi chez Vincent, c'est le côté message positif. Pour avoir un message positif, il faut former les collaborateurs. Pour former les collaborateurs, il faut les instruire. Donc nous avons édité un book biodiversité qui nous permet justement d'avoir une information globale pour les collaborateurs qui vont se connaître la réglementation, la politique, et puis également tous les projets sur lesquels nous sommes et tout ce que nous avons apporté à la biodiversité. Mais ça, ce n'est pas forcément suffisant. Nous avons donc un comité RSE avec la biodiversité. Nous avons ce comité biodiversité qui prend en compte évidemment, qui est pris en compte évidemment par la gouvernance du groupe Spi-Batignolles, par l'intermédiaire donc de la présence au comité de direction générale du groupe de la représentante de la direction de la RSE. Et ensuite, on va la décliner sur le terrain. Alors sur le terrain, comment on décline au niveau de la construction? On a signé un partenariat avec un bureau d'études spécialisé en écologie, qui nous permet, en amont des projets, évidemment, on va travailler sur des projets particuliers, hein, où la présence de la biodiversité est avérée, en amont sur un flash. On a développé un outil d'aide à la décision qui permet justement d'avoir un inventaire flash de la présence de la biodiversité, et cartographique, et avec une intervention sur le terrain, qui permet de prédéterminer la présence de la biodiversité. Et donc, lorsqu'on fait le plan d'installation chantier, on va prédéterminer des zones avec le référent sur le chantier. Alors, très clairement, ce n'est pas sur l'ensemble des chantiers de la construction, mais c'est sur un nombre important. Là, vous avez un exemple qui est une réhabilitation. Alors, vous abordiez un vrai sujet, la réhabilitation, la rénovation, c'est très piégeux. Pourquoi c'est très piégeux? Parce que notamment du fait de la loi, hein, zéro artificialisation nette, de plus en plus, on nous demande de réhabiliter ou de construire sur de l'existant, sur des friches industrielles. Or, sous couvert des spécialistes que je ne suis pas, évidemment, la biodiversité adore les friches industrielles parce que l'absence d'humains leur permet de se développer. Et donc, effectivement, vous avez ce qu'on appelle des espèces pionnières qui sont en général protégées. Et donc, c'est très piégeux pour un groupe, pour l'ensemble du BTP, d'arriver sur une friche industrielle et de se retrouver face à des espèces protégées parce qu'on a la méconnaissance. Donc là aussi, on fait... Un crapaud accoucheur... Alors, encore plus piégeux, c'est Batman, donc les chauves-souris, où vous avez en général, parce qu'ils sont tranquilles, des chauves-souris qui sont... Mais dans cet exemple-là, qui est une réhabilitation, pour moi, c'est symbolique de la prise en compte de la biodiversité chez Spi-Batignolles. Parce que là, on se trouve en pleine zone urbaine.
ce sont des logements sociaux à Angers, et on se dit, bon, forcément, la biodiversité n'est pas présente. Eh bien, grâce à la présence de l'écologue, on a prédéterminé quand même la présence de nombreuses espèces, et notamment d'espèces protégées. On a pu aussi, au niveau de la RSE et du côté sociétal, échanger avec les locataires, avec le bailleur social, pour cette prise en compte. Donc on a expliqué déjà au chantier qu'il fallait protéger la biodiversité. Donc ce n'était pas un inconvénient, mais c'était une opportunité. Donc là, le message est positif. Et puis aussi, on a échangé avec le locataire, on a échangé avec le bailleur social, et on a donc protégé justement la biodiversité. Et avec la DREAL, puisque on est toujours obligé d'avoir le feu vert. Merci. Vincent, toi qui es dans le bois, dans rendre l'extérieur agréable, explique-nous ce que tu fais. Donc moi j'ai la chance et le plaisir de diriger une société bretonne qui s'appelle Sinalagma. On est charpentier, donc on va plutôt couper des arbres, même si on en replante le double. Et je rejoins ce que Sabine disait tout à l'heure par rapport notamment aux îlots de chaleur, à la végétalisation et au retour de la biodiversité et aux bénéfices d'un retour de la biodiversité, qui est évidemment pas à re-questionner. Nous, on va concevoir et fabriquer des structures en bois de châtaignier local, végétalisées, qu'on va implanter dans les espaces minéralisés. Typiquement, là, on ne va pas pouvoir implanter d'arbres pour des questions de terrain, par exemple. Pardon, pas normal. Et comment donc on utilise un système ancestral qui a été développé notamment par Léonard de Vinci, qu'on va appeler les structures réciproques. Ce sont des structures autoporteuses dont on trouve quelques croquis dans son Codex Atlantico, et qui permettent une utilisation beaucoup plus frugale que les charpentes traditionnelles pour obtenir de grandes portées, au-delà du côté esthétique de l'aménagement et on appelait ça du mobilier urbain. On sort un peu de ces canons-là et on apporte de la poésie, mais on apporte aussi de la biodiversité en végétalisant ces structures. Alors la petite innovation derrière, c'est un retour en arrière de quelques générations, à savoir qu'on travaille le bois vert. On travaille du bois de châtaignier, donc du quart nord-ouest de la France, qui est connu pour ses propriétés de durabilité. Donc on travaille sur des équipements qui vont durer plus de 50 ans en milieu hostile et urbain. Et ce bois, je suis parti du constat qu'en été, je faisais sécher mon linge dehors au fil à linge, et que construire des structures en bois pour l'aménagement extérieur ne nécessitait pas nécessairement d'acheter du bois en scierie qui aura fait l'objet d'un séchage forcé. Sachant qu'une grosse partie de l'empreinte carbone du bois d'œuvre qu'on achète aujourd'hui, c'est ce séchage qui est assez méconnu du grand public, mais qui nécessite d'importantes quantités d'énergie pour évaporer dans un faible laps de temps. On parle de quelques jours, ce que la nature mettrait à faire en 2 années. Donc on revient à des savoir-faire qui sont perdus depuis plusieurs générations avec des scieries locales pour justement travailler ce bois vert, et qui nécessite, on va dire, quelques astuces. Bravo. Mais alors, on a vu les gens qui construisaient, qui réhabilitaient, mais il y a aussi l'immobilier, pour montrer que tout ça concerne de plus en plus de monde. Sabine. Oui, alors, moi j'ai eu la chance, je dirais, finalement, d'avoir des fonctions exécutives de directrice développement durable chez différents acteurs immobiliers. Et j'ai envie de raconter un peu la genèse finalement du programme de recherche qu'on a mis en place, enfin, en quelques mots, notamment parce que je trouve que même par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on voit à quelle vitesse ces sujets sont pris en considération aujourd'hui dans les différents secteurs d'activité. Moi, en septembre 2018, je prends mes fonctions chez Gessina, en l'occurrence, qui est une grosse foncière, donc un énorme propriétaire immobilier. Et à cette occasion, on me dit, puisque tu arrives dans l'entreprise, ce qu'on va faire, vous savez, d'habitude, les entreprises font des roadshows extra-financiers pour expliquer pourquoi il faut investir dans leur société et pourquoi elles sont les plus belles, etc. On dit on va faire un reverse roadshow, c'est-à-dire qu'on va aller voir l'ensemble de nos investisseurs, pour faire le lien avec l'étape précédente,
Et on va leur demander quels sont leurs critères de beauté. En fait, qu'est-ce qui fait en fait, qu'ils voudront investir chez nous. Et on a dû voir une vingtaine d'investisseurs. Et à l'époque, je pense que 2 nous ont parlé de biodiversité. On est en 2018, donc c'est pas si vieux que ça. Ça n'intéressait personne. Ce qui veut dire que concrètement, moi, je suis là pour repenser la stratégie de l'entreprise. Et assez naturellement, je devrais sortir le sujet de la biodiversité parce que vraiment, le marché ne m'attend pas là-dessus. En tout cas, si je regarde ça juste d'un point de vue attractivité voilà, pour l'entreprise. Évidemment, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai souhaité au contraire, pour plein de raisons personnelles, et qu'on en fasse un axe fort du développement de l'entreprise qui avait déjà fait beaucoup de choses. Donc, je voulais le renforcer. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a mis en place nos propres indicateurs d'évaluation biodiversité de chacun de nos immeubles. On a fait une cartographie de l'ensemble de notre patrimoine immobilier en fonction de sa proximité à des trames écologiques, à des aires protégées, etc., pour savoir où il fallait investir en priorité sur les sujets de biodiversité si on voulait renforcer les corridors écologiques, etc. Bon, on fait tout ce travail-là, je suis très contente. Puis je peux me gargariser de tout ça finalement dans mon rapport RSE. Puis au bout d'un moment, on se retourne et on se dit c'est totalement ridicule parce que là, tu es en train de crier seul dans la forêt. En fait, c'est le secteur dans sa globalité qu'il faut embarquer dans cette histoire-là. Et avec cette difficulté qui est que moi, le constat que je faisais, c'est que dans tout secteur d'activité, finalement, et particulièrement aussi dans l'immobilier, chacun a mis en place une politique carbone. Chaque directeur général est en capacité d'énoncer une politique carbone parce qu'il va dire voilà ma stratégie, voilà ma trajectoire, je vais faire moins 10, moins 20, moins 50% d'ici telle date. C'est vrai, c'est faux, c'est ambitieux, c'est peu ambitieux, peu importe. Mais très difficile d'intégrer les sujets de biodiversité, à mon sens, faute de métriques. C'est-à-dire qu'on a tellement de sujets à devoir intégrer quand on passe dans un comité d'investissement, etc., qu'on a besoin d'avoir des éléments simples. Et j'avais beau discuter avec des écologues, etc., parce que j'étais aussi au conseil d'administration du label Biodiversity, tout était toujours complexe. Et je me suis dit, tant pis, il faut qu'on invente les métriques de la biodiversité pour le secteur de l'immobilier. Et donc, effectivement, j'ai fédéré toute une série d'acteurs de l'immobilier, mais pas que, aussi des grands utilisateurs comme LVMH, comme la RATP, la SNCF. Bref, on a une vingtaine de partenaires financiers pour se dire on va développer des métriques, un référentiel commun. Donc on a fixé 3 grands objectifs. Le premier, c'était d'avoir des métriques, donc un référentiel commun de mesure de cette biodiversité. Le deuxième grand objectif, et on l'a beaucoup dit ici, c'est que contrairement au carbone, le sujet de la biodiversité, comment dire, sur un immeuble, si je dis je change ma chaudière, je change l'isolation, etc., je vais pouvoir voir l'impact. Sur la biodiversité, déjà c'est plus compliqué de hiérarchiser les actes, mais en plus ça prend en considération dans quel écosystème je suis. Je suis obligée de prendre en considération mon milieu. Donc on s'est dit il faut qu'on ait des métriques, mais qui soient liées à des logiques cartographiques. Donc ça c'était le deuxième enjeu. Et puis le troisième c'était d'embarquer, de mettre les outils en place qui étaient bien. Voilà, donc ça on a lancé ça en 2021. J'étais à l'époque présidente de l'Observatoire de l'immobilier durable, donc il y a une association d'intérêt général qui travaille à transformer le secteur de l'immobilier. Et donc on a logé ce programme de recherche dans cette association. Aujourd'hui, on est 2 ans et demi plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute notre production est disponible en ligne, elle est en open source, elle est dans une logique de test and learn, donc c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir fini le programme de recherche pour délivrer ce qu'on a trouvé comme indicateur, on les met tout de suite en ligne. Et donc d'ores et déjà, vous allez aujourd'hui sur une plateforme cartographique qui s'appelle Biodibat, vous pouvez saisir une adresse, vous avez des premières informations sur votre actif, quant à l'état de la biodiversité à cette adresse-là, quant aux pressions qui sont exercées sur ce territoire-là. Si vous décrivez votre immeuble, on pourra vous donner le potentiel d'accueil de biodiversité sur cet immeuble et les marges de progrès que vous pourrez avoir. On est actuellement en train de travailler sur l'impact de cette biodiversité, parce qu'en fait, il y a plein de cas d'usage différents. C'est très différent quand c'est sur un bâtiment existant, quand c'est un bâtiment neuf à construire. Donc là, sur le neuf, on travaille avec le CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est en train de développer son indicateur. Donc on les alimente aussi sur le sujet et on mettra sur la plateforme cet indicateur d'impact. On travaille sur l'empreinte biodiversité d'un chantier aussi, voilà. Et puis surtout, on travaille aussi sur les co-bénéfices qu'on évoquait, en termes de rafraîchissement, de gestion des eaux pluviales, en termes de bien-être, etc. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, tout ça est en ligne. Vous pouvez y aller. Et ça nous permet aujourd'hui, l'Observatoire de l'immobilier durable fédère 135 ou 140 acteurs de l'immobilier, donc c'est très représentatif du secteur.
Et on espère ainsi pouvoir embarquer l'ensemble du secteur sur ces sujets de biodiversité avec des indicateurs simples. Merci. Alain, vous qui avez entendu tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je trouve que le secteur de l'immobilier est un super bon exemple parce que c'est un secteur qui, historiquement, a beaucoup impacté négativement. Et il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, mais c'est vrai de l'immobilier comme de l'ensemble des activités humaines, hein, la preuve, le réchauffement climatique est dû en majorité à l'impact des activités humaines. Mais pourquoi considérer que l'homme serait nécessairement mauvais pour son environnement? Pourquoi partir de ce postulat-là? Si on a de la créativité, du génie, de l'inventivité, bah, si on a été capable du pire, on doit bien être capable du meilleur. Et je ne dis pas ça par angélisme ou naïveté ou je ne sais quoi, c'est simplement que de toute façon on n'a pas le choix, soit on périt à force d'embarquer avec nous négativement tous ces écosystèmes, soit pour ces écosystèmes et surtout pour nous, on trouve des solutions. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de solutions et le secteur de l'immobilier, à travers des labels comme ceux que tu développes, Sabine, ceux de biodiversité, etc., est capable aujourd'hui, dès lors que c'est décidé stratégiquement, que c'est mesurable, que c'est capable de créer de la valeur, eh bien à ce moment-là, on peut rentrer dans un cercle vertueux. Et je voudrais juste... Donc moi, je trouve que la tendance actuelle est plutôt encourageante. Honnêtement, moi, j'ai fait mes études il y a voilà, quelques dizaines d'années. Ces sujets n'étaient pas abordés. Je ne parle même pas du climat, mais alors la biodive, encore moins. Donc ces sujets n'étaient pas abordés. Donc on évolue. Comme un enfant, on ne se voit pas toujours grandir. Mais quand, quelques années après, on regarde derrière nous, on voit qu'on a évolué. Et donc, on évolue, pas assez vite. Moi, je dis souvent, on est comme le gars qui a loupé le bus. C'est-à-dire qu'on court de plus en plus vite, mais ça a été rappelé tout à l'heure, le bus continue d'accélérer. On émet encore plus de CO2 que l'année dernière. Donc ça ne va pas, mais on court de plus en plus vite. Et je voudrais juste terminer en 20 secondes sur des exemples qui pourrait peut-être vous étonner parce qu'on est sur un lien biodive-climat qui peut paraître indirect. Premièrement, on est capable aujourd'hui d'avoir des substituts aux insecticides et pesticides pétrosourcés à partir d'innovations, en l'occurrence bio-inspirées, mais surtout avec du biocontrôle et bioassisté. Il y a une start-up qui est devenue une PME de 200 personnes qui s'appelle M2I, qui fait des substituts aux insecticides par dispersion de phéromones femelles. Parce que le vivant communique beaucoup et partage beaucoup d'informations. Donc le mâle repère la femelle à l'odeur. M2I, ils ont développé une formule biomimétique de la phéromone sexuelle femelle qui nous intéresse, du ravageur en question. Ils dispersent ça comme des leurres, ça s'appelle de la confusion sexuelle, ce qui fait que le mâle, quand il arrive sur zone, il sent de la femelle à tous les étages, il doit être excité comme une bête, le pauvre. Il y a probablement des femelles, mais peut-être une pour 1 million d'odeurs. Donc il ne les trouve pas, il n'y a pas de reproduction, donc il n'y a pas de larves qui sont les principaux ravageurs. Ça, c'est un substitut 100% efficace et 100% aux produits phytosanitaires, donc à des produits dérivés du pétrole. Deuxièmement, une autre start-up, il y en a un certain nombre, j'en cite une, s'appelle Biomemory, qui développe aujourd'hui, je vous assure que ce n'est pas de la science-fiction, ils ne sont pas les seuls à le faire, mais eux, ils sont bons, et c'est de la science. On a de l'excellence en matière de recherche scientifique en France, incroyable, hein. Donc il faut les valoriser. Biomemory, c'est du stockage de données sur les brins d'ADN. Aujourd'hui, techniquement, on est capable de stocker de la donnée, comme nous-mêmes, nous stockons de la donnée, mais beaucoup plus intelligemment que des disques durs qui ont besoin de serveurs dans des salles froides, climatisées, et accessoirement des serveurs qu'on a besoin de changer en moyenne, je crois, tous les 5 ou 6 ans. Biomemory sont capables de stocker de l'ADN sur une petite capsule métallique encore plus petite que celle-ci, que vous posez ici, température ambiante, pression ambiante, vous revenez dans 1000 ans, votre donnée est intacte. Et sur l'équivalent d'une tablette de chocolat, vous pouvez stocker toutes les vidéos YouTube du monde. D'accord ? Et troisième exemple, en matière d'économie indirecte, quoique pas tant que ça, et en matière d'architecture et de BTP, si vous combinez biomimétisme et additive printing, et que vous inspirez de la façon dont le vivant fabrique des matériaux, généralement avec des éléments abondants, ils ne s'embêtent pas à dépendre de ressources rares, mais si vous étudiez vos structures osseuses, vous êtes tous du génie écologique par la façon dont votre structure a été fabriquée. Donc nos structures osseuses, il y a plus d'air que de matière, parce qu'encore une fois,
le vivant est économe parce que c'est fatigant de consommer de l'énergie. Et donc, il en consomme le moins possible. Et aujourd'hui, quand vous combinez biomimétisme et additive printing, bien vous avez des architectes, mais un certain nombre d'autres. On a parlé de l'aéronautique tout à l'heure dans la région. On est capable de fabriquer des matériaux qui vont consommer moins de matière et donc moins d'énergie, qui vont moins prélever de ressources et qui vont accessoirement pouvoir avoir des mêmes coefficients de résistance mécanique et vont pouvoir durer longtemps. Donc, il y a plein d'impacts, directs ou indirects, bénéfiques, à considérer encore une fois la biodiversité, le vivant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, comme un formidable partenaire et allié de notre propre survie et de notre développement. Parfait, merci à tous. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Vous êtes en fait très complémentaires.